Alors aujourd'hui, on va commencer notre deuxième partie sur le chapitre 4, notion de sismologie. Alors la dernière fois, on était en train de parler des types d'ondes. Donc il y avait des types d'ondes de volume et de surface. Donc les ondes de volume sont des ondes primaires et des ondes secondaires. Les ondes primaires, ce sont celles qui arrivent les premiers à la station d'enregistrement, et les ondes secondaires sont des ondes de volume, c'est-à-dire de profondeur, qui arrivent en second à la station d'enregistrement avec un retard. Puis vous avez les ondes de surface qui se propagent à la surface. Donc ici sur ce tracé sismogramme, vous avez les ondes P qui arrivent les premiers, les ondes S, puis les ondes de surface. Donc en résumé, nous avons trois types d'ondes. D'accord? Donc les trois types. Donc ondes de volume, pour récapituler un peu, donc les ondes de volume sont des ondes de profondeur, on l'avait dit la dernière fois, appelées aussi des ondes P, des ondes S. Alors les ondes P se propagent dans les milieux solides et dans les milieux liquides, alors que les ondes S, ou ondes transversales, font leur propagation seulement en milieu solide. C'est-à-dire lorsqu'ils arrivent dans un milieu liquide, ils ne se propagent pas. Puis nous avons des ondes de surface. Les ondes de surface, nous avons des ondes appelées R ou L, Rayleigh ou Long. Bien. Donc, dans ce schéma, nous allons, vous pouvez voir l'épicentre, le foyer, les raies sismiques qui sont perpendiculaires, et vous avez la station sismique qui va enregistrer les ondes, et vous avez les axes sur lesquels les sismomètres sont les appareils qui vont enregistrer les ondes. Les ondes vont se propager dans les axes vertical, dans l'axe horizontal et dans l'axe Z transversal. Donc les ondes P et les ondes S vont partir du foyer, donc par l'intérieur de la Terre, avant d'arriver à la surface. C'est pour ça qu'on va les appeler des ondes de volume. Pour enregistrer les ondes, nous avons besoin de matériel. Donc, le matériel qui est utilisé sont des sismographes, qui sont bien sûr font partie d'un matériel qui est le sismomètre. Nous avons le sismomètre qui va enregistrer les variations de propagation selon les axes horizontal ou vertical des ondes sismiques. Donc, une fois ils vont tracer ce qu'on appelle un sismogramme, ce sont les courbes qui vont être enregistrées sur le sismographe. Donc nous avons les ondes P, les ondes S et les ondes de surface. Vous avez ici une échelle de temps donc par minute ou par seconde, qui vous montre que les ondes P arrivent les premiers, puis les ondes S avec un retard, et ainsi de suite. Donc, les sismogrammes, qui est le tracé, va nous donner une idée sur l'arrivée des ondes. Donc, le temps d'arrivée des ondes va nous indiquer la distance de la station par rapport à l'origine du séisme. D'accord? Donc, puisque le séisme va faire un temps, les ondes vont faire un temps pour arriver jusqu'à la surface. Donc, cette distance qu'on veut toujours chercher, c'est la distance qui va nous être donnée grâce au temps qu'on va faire les ondes P et S pour arriver à la station S. Donc on verra tout à l'heure, ça c'est ce qu'on appelle la distance
c'est la distance épicentrale, c'est-à-dire la distance de l'épicentre. Donc vous avez le foyer sur la surface, vous avez l'épicentre, et la distance de l'épicentre, c'est la distance de l'épicentre jusqu'à la station d'enregistrement. Vous avez encore une fois le sismomètre, ce sont les appareils qui sont capables de détecter des très petits mouvements du sol, sont très sensibles et on va les enregistrer. Donc, chaque fois qu'il y a une vibration, donc le stylet ici de ce sismomètre va osciller dans le plan vertical et va nous indiquer. Et la même chose sur le plan horizontal. Donc vous avez l'onde qui va dans tous les sens, va s'enregistrer sur les différents axes X, Y et Z. Alors, on va parler un peu plus en détail de ces ondes de volume, ondes P et S. Donc, les ondes P, appelées aussi ondes de compression, donc leur nature, ce sont des ondes qui font, lors de la propagation, ils sont un mouvement de dilatation et en même temps de compression, et ils avancent. Donc vous avez compression, dilatation. Donc le sens de propagation de l'onde, elle est parallèle au sens de propagation du mouvement. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on parle de ondes longitudinales. Donc les ondes longitudinales font le sens de propagation, il suit le sens de propagation du mouvement. Donc la direction, le sens de déplacement du mouvement, c'est-à-dire des particules, elle est dans le sens de propagation de l'onde. Ils sont dans le même sens. Voilà, ça c'est le plan sur lequel ces ondes vont se propager. Donc les particules ou le mouvement de compression et de dilatation se fait dans ce sens. Donc l'avancement et l'onde se fait aussi dans ce sens. Alors pour les ondes S, les ondes, le mouvement, c'est-à-dire les particules qui vont vibrer dans le sens perpendiculaire à l'avancée de l'onde, c'est pour ça qu'on parle d'onde S ou transversale. Donc les particules du milieu vont vibrer perpendiculairement par rapport à la direction de propagation de l'onde. C'est pour ça qu'on parle. Donc vous avez la propagation se fait dans ce sens et les particules ou le mouvement se fait dans ce sens. Donc vous voyez, vous pouvez voir ici une onde S, comment il se propage. Donc ça c'est la différence avec les ondes P. Donc encore une fois sur les ondes S, ils ne sont transmissibles bien sûr que par les liquides, on l'a dit lorsqu'on a parlé des caractéristiques de ces ondes. Et il ne se propage pas ni dans les liquides ni dans les gaz. Donc le sens de propagation, c'est que vous avez le plan, la direction de la propagation de l'onde sismique et le sens du déplacement, elle est perpendiculaire au sens de propagation de l'onde sismique. Alors j'ai oublié de vous dire que les ondes S sont moins rapides, donc c'est pour ça qu'ils arrivent en secondes. On estime que les ondes S ont une vitesse de 4 km par seconde. Par contre, les ondes P, ils ont une vitesse de 6 km par seconde. Donc les ondes de surface, donc les ondes de Love, ce sont des ondes aussi transversales, comme les ondes S, mais avec une différence, c'est qu'ils ont une période plus longue qu'à leur passage, et les particules du milieu vibrent dans le plan horizontal
exclusivement, c'est-à-dire que la composante verticale, elle est nulle. Bien sûr, ils ne peuvent pas se propager, ils ne peuvent se propager que dans les solides. C'est-à-dire que ces ondes, ils se propagent dans le plan horizontal et leur composante verticale, elle est nulle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de composante verticale. Donc la direction de propagation, elle est perpendiculaire par rapport à la direction de propagation. Donc vous avez la direction de propagation dans ce sens et les vibrations se font dans ce sens, mais il n'y a pas de composante verticale. Les ondes R, on est en train de parler des ondes toujours de surface. Donc ici, on regardait les particules, comment ils se propagent. D'accord? Et l'onde se propage dans ce sens. Donc on est en train de parler aussi des ondes, on est en train de parler sur les ondes de surface. Alors les ondes de surface, ils se propagent dans ce sens, mais leur mouvement il est comparable à des vagues, aux petites vagues à la surface de l'eau. C'est-à-dire ils font ce mouvement et ils avancent. Donc ils avancent en faisant ce mouvement. Donc les particules à leur passage sont animées d'un mouvement orbitaire dans le sens trigonométrique, c'est-à-dire d'une manière rétrograde par rapport à la direction de propagation. C'est-à-dire que c'est comme s'ils allaient en arrière, mais ils avancent. Et la composante verticale, elle est plus importante. C'est-à-dire qu'il y a une composante horizontale et une composante verticale. La composante verticale, elle est plus importante. Et bien sûr, ils sont transmissibles par les solides et par les liquides. Donc, le mouvement de ces. Donc, c'est la différence qu'il faut faire avec les dents. Vous avez ce schéma vous montre les différences entre ces ondes. Donc, les ondes de volume P et S, ondes de compression-dilatation, sens du mouvement, sens de propagation. Onde S, sens du mouvement des particules perpendiculaires à la propagation de l'onde. Les ondes de surface L et R, les oscillations dans un plan perpendiculaire par rapport à la direction de propagation avec la composante verticale qui est nulle. Donc la différence avec les ondes de volume S, c'est qu'il n'y a pas de composante verticale. Les ondes R, ils vont faire des oscillations dans un plan vertical avec un mouvement elliptique rétrograde des particules, c'est-à-dire qu'ils reviennent en arrière et avancent. Alors, cette propagation des ondes sismiques, comment elle se fait? Donc, les ondes traversent l'intérieur de la Terre, ils traversent des milieux différents, c'est-à-dire de densités différentes. Alors, lorsqu'une onde P ou une onde S vont rencontrer une discontinuité, c'est-à-dire une hétérogénéité entre un milieu et un autre milieu, c'est-à-dire il y a un changement de milieu, soit les ondes sont réfléchies, soit ils sont réfractés. Donc vous avez, c'est comme si on avait des rayons lumineux. Vous avez ici soit de la réflexion, soit de la réfraction par rapport à un milieu qui est hétérogène. Donc ça c'est une chose très importante qu'il faudrait commencer à prendre en compte.
Alors, la progression des ondes sismiques, j'ai dit, donc, vous avez deux milieux différents avec des vitesses de propagation qui est différente. Lorsque le milieu 2, par exemple, il a une vitesse qui est supérieure à le milieu 1, il va y avoir une réfraction. Donc, vous avez la réflexion et la réfraction. L'onde de réfraction I2, il est supérieur à l'onde I1. Donc, vous avez ici, si la vitesse V2 elle est inférieure à V1, I2 va être inférieur à I1. Ça, ce sont les propriétés de réflexion et de réfraction que vous avez vues sûrement en optique. Donc, ici, dans ce schéma, vous avez la réfraction et la réflexion. Donc, vous avez, lorsque le milieu il est homogène, donc il n'y a pas de, de changement de vitesse des ondes. Vous avez les ondes qui sont constantes. Lorsque il y a le liquide, la vitesse elle est lente. Vous avez un solide où la vitesse elle est plus rapide, vous avez de la réfraction. Donc, regardez que ici vous avez le milieu, donc vous avez la vitesse, donc c'est matérialisé par un petit engin qui roule. Donc ici l'onde va rencontrer un milieu qui est plus dense, donc vitesse plus rapide, donc réfraction, l'onde de réfraction elle est plus grande. Donc va faire ce mouvement. Donc vous avez, si nous avons des milieux différents, l'onde arrive ici, va se réfracter et va faire un arc de cercle. Donc, ce que vous voyez ici, donc ça c'est le foyer où vous avez ce mouvement, cette trajectoire que font les ondes. Pour encore plus vous donner une idée, donc vous avez cet arc de cercle, donc vous avez l'onde qui est réfractée, qui va trouver un autre milieu plus dense, donc une vitesse plus rapide, donc il va se réfracter, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à un niveau où il n'y a plus de réfraction, et l'onde va repartir. L'onde va repartir à la surface. Donc vous voyez que la forme d'une courbe la forme elle est sous forme d'un arc de cercle par les différentes réfractions subies par ces ondes. Donc lorsque l'onde arrive au milieu 4, elle est totalement réfléchie et repart à la surface. Donc vous avez une réflexion qui est totale. Donc, également, vous voyez que la réflexion elle est totale. Donc la vitesse augmente avec la profondeur. Donc l'onde part en profondeur avant de remonter en surface, et grâce à ça on peut étudier la vitesse des ondes en fonction de la différence de dz. Alors j'ai dit que les sismomètres enregistrent les ondes P et S qui reviennent à la surface après avoir été réfléchies totalement et avoir traversé des milieux plus denses où leur vitesse était plus rapide qu'à la surface. Donc, grâce à ça, on peut déterminer la densité des milieux. Donc, la densité des milieux ou la nature des milieux, elle est déterminée par la vitesse de la transmission de ces ondes à l'intérieur de la Terre. Bien. Alors maintenant je vais
vous donner une idée un peu sur la distance épicentrale, on en a parlé. Donc vous avez ici, entre l'épicentre et la station, ça c'est la distance épicentrale. Et bien cette distance épicentrale, on peut la déterminer soit d'une manière sous forme de longueur, c'est-à-dire en kilomètres, soit sous forme de degrés. Eh bien, en fonction de cette distance, eh bien, l'équivalent de cette distance, c'est un angle que fait le rayon R, le rayon de la Terre, avec le rayon qui passe, le rayon de la Terre par rapport à la station, avec le rayon de la Terre qui passe par l'épicentre. Donc juste vous dire que chaque degré correspond à 111,19 km. Alors, donc, on peut déterminer on parle de longueur épicentrale en kilomètres ou en degrés angulaires, c'est-à-dire par rapport à un autre. Ça, c'est juste de connaître de savoir que, par exemple, la circonférence de la Terre, elle a une 360 degrés, c'est-à-dire le tour de la Terre, c'est un cercle qui est de 360 degrés et qui représente 2 pi radians. Donc, 1 degré va correspondre, si vous faites la conversion, R c'est le rayon de la Terre. Oui, soit on peut convertir, donc, le radian, on peut le convertir bien sûr en degrés. Il est de 57,32 degrés. Donc ce qu'il faut connaître maintenant, c'est que la distance épicentrale, ça c'est très important, elle est soit déterminée en kilomètres, soit en degrés. Alors, on a fait des expériences, on a fait des mesures de plusieurs séismes. On a essayé de voir, d'établir des courbes des courbes d'apparition ou d'arrivée des ondes sismiques en fonction du temps. C'est-à-dire, vous avez ici une courbe, des courbes de propagation des ondes P, des ondes S et des ondes L, les ondes de surface, en fonction de la distance épicentrale. C'est-à-dire, ces courbes représentent le temps de parcours d'une onde sismique en fonction des distances à sa source mesurée à la surface du sol. D'accord? Alors, vous avez ici par exemple la distance épicentrale en kilomètres et la distance épicentrale en degrés, ce que je vous ai tout à l'heure expliqué. Bien. Alors, ces courbes permettent, à chaque fois qu'on a de déterminer, donc ce qu'on peut, nous, en tant que scientifiques qui vont essayer de mesurer l'arrivée, ce qu'on peut, c'est avoir le temps d'arrivée. Et donc, grâce au temps d'arrivée des ondes sismiques, on peut aller sur ces courbes et déterminer la distance de l'épicentre. Parce que ce qui est important, c'est de connaître où est-ce qu'il est localisé l'épicentre du séisme. Eh bien, on va se projeter par rapport, donc ici vous avez ça, c'est les mêmes courbes que vous avez tout à l'heure ici, seulement on peut voir ici que à partir
d'une certaine distance épicentrale, les ondes P, S, les ondes P ils vont changer et les ondes S ne vont pas se propager. Les ondes L, ils se propagent à la surface d'une manière continue. Donc, ça nous donne une idée que les ondes, la vitesse des ondes S et les ondes P et les ondes S va nous donner une idée sur la structure interne de la Terre. On peut voir que la vitesse va croître avec la profondeur. Donc, lorsqu'on a ici la surface et la distance épicentrale, lorsqu'elle augmente, ça veut dire que la profondeur augmente. Et ça veut dire que la vitesse des ondes P et S augmente. Donc la structure de la Terre dépend de la profondeur, qui bien sûr qui a une vitesse qui est déterminée. Et qu'est-ce qu'on peut voir ici? On peut voir que cette distance croît, cette vitesse va, par exemple pour les ondes S, va croître jusqu'à arriver à un point qui est de 103 degrés, qui est l'équivalent de à peu près une distance épicentrale de 12 000 à peu près kilomètres, et où les ondes P et S vont disparaître. Pourquoi ils vont disparaître? Parce que les ondes S, on a dit que les ondes S ne traversent pas les liquides. Alors lorsqu'ils vont trouver quelque chose qui est liquide, ils vont disparaître. Pour les ondes P, ils vont trouver quelque chose qui est un milieu qui est donc le noyau. On sait que le noyau de la Terre il est liquide. C'est pour ça que les ondes S, lorsqu'ils arrivent, vont disparaître. Les ondes P, ils vont changer, vont se réfracter et sortir à la surface sous forme d'ondes P'. Donc pour les ondes L, ils vont être constantes parce qu'ils vont se propager à la surface. Donc cette partie qu'on voit à 103 degrés, elle est nommée zone d'ombre. Donc le noyau de la Terre qui est liquide va faire que les ondes S ne se transmettent pas et que les ondes P vont être réfractées et sortir à ce niveau. Donc la zone d'ombre ici va justifier le fait que à l'intérieur de la Terre il y a le noyau qui est de nature différente, qui est liquide. Donc vous avez les ondes d'ombre, que ce soit pour les ondes P, qui sont là, et les ondes S, ils sont là. Donc les ondes S ne traversent pas le noyau liquide, donc ils arrivent ici, ils arrivent jusqu'à là, ils ne sont pas transmis. Donc c'est pour ça que vous avez cette zone d'ombre qui est plus grande. Les ondes P, ils traversent, mais ils sont réfractés. Ils sortent à la surface. Vous avez ici des stations d'enregistrement, mais là on ne peut pas enregistrer, on n'enregistre pas les ondes S. Les ondes P plutôt. Donc vous avez la propagation des ondes P et S au niveau du globe terrestre, et vous avez les ondes d'ombre. Vous avez la zone d'ombre pour les ondes P, et vous avez la zone d'ombre pour les ondes S. Donc tout là, vous avez les ondes S en noir, et toute cette zone, c'est la zone d'ombre. Les ondes S ne sont pas transmises parce que le noyau externe du centre de la Terre, il est liquide. Alors, on peut localiser l'épicentre d'un séisme, on l'a dit tout à l'heure, grâce au temps d'arrivée des ondes à la surface de la Terre, qui sont localisées par
les stations d'enregistrement. Bien, vous avez ici le tracé du sismogramme. Vous avez les ondes P et les ondes S. Entre les ondes, vous avez les ondes S qui arrivent avec un temps et les ondes P avec un temps. La différence, le retard avec lequel arrivent les ondes S, ce temps, c'est ce qui permet de localiser l'épicentre d'un séisme. Donc, on peut bien sûr le localiser. Nous avons par exemple ici une différence d'arrivée des ondes S et P de 6 minutes. Donc on peut aller là et se projeter sur l'odochrone et on peut voir quelle est la distance épicentrale. Et bien ici la distance épicentrale dans cet exemple elle est de 5000 km. C'est-à-dire que vous avez les ondes S arrivent 16,5 et les ondes P 4,5 minutes. Donc la différence elle est de 6 minutes. Et bien cette différence de 6 minutes, cette différence va indiquer, donc si on se projette sur l'axe des X, on peut déterminer la distance épicentrale. D'accord? Donc la localisation, on peut localiser les épicentres. Si on a trois points, 3 stations d'enregistrement, si on a les distances par rapport à l'épicentre, on peut, grâce à la méthode des 3 points, des 3 cercles, déterminer la localisation exacte de l'épicentre. Dans cet exemple, on peut voir, mais tout ça, on va le voir aussi lorsqu'on fera des travaux dirigés. Donc, je vous remercie.